commémoré il y a quelques jours, chers téléspectateurs, le 75e anniversaire du bombardement de Dresde, l'un des épisodes les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale. Et il m'a paru intéressant et utile de revenir sur ce qu'ont été, durant ce conflit, les bombardements stratégiques qui ont été mis en œuvre par les Alliés pour parvenir à la victoire. L'arme aérienne, d'abord faut-il le rappeler, c'est une arme récente. L'aviation vient à peine d'obtenir ses premiers succès que va intervenir la guerre de 1914. Dès le début du conflit, on aura une aviation chargée de la reconnaissance, chargée de l'observation. C'est ainsi que Gallieni connaîtra l'infléchissement vers le sud-est de la marche de la première armée allemande de Klux, qui permettra de mettre sur pied la manœuvre de la Marne. Et puis ensuite, l'aviation va fournir des renseignements à l'artillerie pour pouvoir contrebattre les effets du feu ennemi. Elle va réaliser des photos utiles pour le renseignement quant aux arrières ennemis. Dès octobre 14, on aura le premier combat aérien. À Verdun, la maîtrise du ciel sera un enjeu majeur et la bataille se terminera au profit des Français du commandant de Rose. Et puis en 1918, l'aviation sera en mesure d'apporter un appui aux troupes au sol, un appui décisif pour la victoire finale. Alors pendant l'entre-deux-guerres, évidemment, on va beaucoup réfléchir quant aux utilisations futures de l'aviation dans les conflits à venir. L'un des principaux théoricien de l'affaire, c'est l'italien Giulio Douhet, qui publie en 1927 sa maîtrise de l'air, traduite en anglais et en français en 1932, puis en allemand en 1935. Pour lui, l'aviation, c'est le moyen de l'offensive et elle doit viser les centres industriels et urbains. Les bases aériennes aussi de l'ennemi, ce sont les priorités qu'il convient de lui donner avec des bombardements massifs de bombes incendiaires, asphyxiantes. L'aviation de bombardement doit être l'arme d'une guerre éclair totale. À cela fait écho la réflexion de l'Américain William Mitchell, qui a commandé les forces aériennes américaines durant le premier conflit mondial en Europe. Il a beaucoup de mal à imposer ses vues contre les terriens et les marins qui sous-estiment les possibilités de l'arme nouvelle, et au point qu'il sera même traduit en conseil de guerre en 1925, mais finalement il réussira à imposer ses vues. On croit surtout à l'époque donc aux capacités de bombardement de l'arme aérienne. Il faut dire que dès 1908, Clément Ader, qui avait été le premier à voler en 1890, Clément Ader, dans son aviation militaire, appelait de ses voeux la construction de grands avions torpilleurs qui, évidemment, forceraient l'adversaire à la reddition du fait de la terreur qu'ils inspireraient aux populations. Douhet, lui, l'italien, est partisan du bombardement stratégique des populations civiles. Ces bombardements stratégiques permettant de surmonter l'obstacle du front continu fortifié qui avait dominé pendant la majeure partie de la guerre de 14. Ces avions, ils pourront frapper donc sur les arrières, opérer des actions de destruction et de terreur, et ils seront l'une des conditions de la victoire. C'est la vision donc de Douhet, l'italien. Le général anglais Trenchard croit aussi à la vertu du bombardier stratégique, mais dans les années 1920, les tenants d'une telle théorie sont peu écoutés, car nous sommes tout à fait dans ce que l'on a appelé l'esprit de Genève, l'esprit du désarmement. Les populations, les opinions, évidemment, ne souhaitent en aucun cas le retour à un conflit comme celui dont on vient de sortir, et ces questions-là sont repoussées en fait de
quelques années, même si la Royal Air Force est créée dès 1918. Dans les années 30, les choses avancent d'abord sur le plan technique. On a des bombardiers plus puissants, avec des capacités d'autonomie plus grandes. En Angleterre, James Baldwin va accepter le financement d'un plan de développement d'armes aériennes avec des bombardiers Blenheim, puis en même temps d'ailleurs les chasseurs Hurricane et Spitfire, et on va organiser le commandement des forces aériennes avec à côté du Fighter Command et du Coastal Command un Bomber Command qui a pour vocation effectivement les bombardements contre les territoires ennemis. Les Anglais voient bien l'importance de cette question, puisqu'un vote en 1936 va permettre d'augmenter les budgets concernés, de telle sorte que les Anglais vont disposer de 1700 appareils de combat en 1939. Alors, dans un premier temps, il s'agit d'assurer la sécurité de l'île britannique. La priorité, c'est la protection du sol anglais, plutôt que d'aller porter le feu chez l'adversaire. Et en Italie, Douhet n'est pas suivi non plus, même avec le régime fasciste qui s'est installé en 1922. Certes, une Regia Aeronautica est mise en œuvre avec une aviation de bombardement, mais sans que les stratégies envisagées correspondent aux bombardements massifs souhaités par Douhet. La France, qui avait une situation tout à fait éminente en 18, c'est la première force aérienne du monde en fait en 1918, va poursuivre ses efforts. Une armée de l'air sera créée en 1934, mais il y aura un relâchement sur le plan industriel et financier qui fera que la France sera quelque peu distancée. L'URSS va faire des efforts considérables également. Elle a 2 fois plus d'appareils que les Allemands en 1941 au début de la guerre à l'Est. Une Allemagne qui a rattrapé son retard parce qu'elle avait subi les conditions du désarmement d'une manière spectaculaire à partir de 1933. Il y a l'initiative de Göring, ministre de l'air. On prévoit en Allemagne d'abord des bombardiers lourds Ural, mais finalement on donnera la priorité à des bombardiers moyens, attaquant en piqué. L'expérience notamment de la guerre d'Espagne poussera en ce sens. Aux États-Unis, le pays est un petit peu en retard parce que Mitchell a mis du temps à imposer ses vues, mais le général Arnold va commander l'Air Corps à partir de 1938. Il aura l'appui d'Henry Stimson, l'un des proches de Roosevelt, dans la perspective de la guerre qui s'annonce dans les années 40. C'est en juin 41 qu'est créée l'US Air Force. Alors dans tout cela, le bombardement stratégique apparaît comme une arme de destruction massive, mais il faut tenir compte quand même de la protection, des mesures de protection des populations qui sont prises, des mesures de déplacement des industries stratégiques, on le voit notamment en URSS. Il faut tenir compte aussi, évidemment, de la mise en œuvre d'une politique de DCA, de défense contre avion. Et de toute manière, en 1939, les États-Unis sont seuls à disposer de bombardiers à long rayon d'action, les fameuses forteresses volantes B-17. Au début de la guerre, ce sont des bombardements davantage de dimension tactique qui prévalent, avec les bombardements de Varsovie, de Rotterdam en particulier. La bataille d'Angleterre constituant évidemment un seuil majeur dans le développement de l'aviation de bombardement. Dès cette époque-là, d'ailleurs, les Anglais commencent à entamer, dès 40-41, une politique d'attaque aérienne contre l'Allemagne. Mais avec, au début, des tonnages de bombes qui restent modestes, avec des bombardiers Blenheim qui sont relativement lents. Il y aura des progrès avec les bombardiers Stirling, Halifax et Lancaster ensuite, mais le
le démarrage est un petit peu laborieux. Churchill et Arthur Harris, chef du Bomber Command, à partir de février 1942, vont toutefois donner la priorité à partir de ce moment au bombardement stratégique contre l'ennemi allemand. Alors il s'agit de viser bien sûr des objectifs militaires et industriels précis au début, mais les résultats restent assez incertains, ce qui fait que Harris va revendiquer le bombardement de zones contre les grandes villes, à partir avec des bombes explosives et incendiaires notamment. On va mettre au point un système de radionavigation nocturne qui va permettre des bombardements plus efficaces, notamment sur des villes comme Lübeck, comme Rostock, comme Cologne, qui vont recevoir des tapis de bombes désormais. Harris, en fait, entend détruire les 60 villes allemandes de plus de 100 000 habitants. Et il pense ainsi paralyser complètement le Reich et le contraindre à l'armistice, et le contraindre à la reddition. Alors on met au point des techniques extrêmement précises. Des avions éclaireurs vont se diriger sur les objectifs et puis vont, au moyen de grappes lumineuses, permettre aux bombardiers proprement dit de les viser. Avec cette stratégie, Harris pense en avoir fini pour la fin de 1943. Donc une vision des choses, on le voit, assez optimiste. Alors la Ruhr connaît des bombardements très forts au printemps 43. En juillet 43, c'est la destruction de Hambourg, avec des dizaines de milliers de victimes. On pense jouer aussi sur l'effet psychologique pour décourager la population allemande et la couper ainsi du régime. En novembre 43, de novembre 43 à mars 44, l'offensive vise plutôt Berlin, mais c'est finalement un échec. Un échec pourquoi ? Parce que les pertes des Bomber Command sont quand même extrêmement lourdes. Les objectifs, malgré l'ampleur des destructions, ne sont pas véritablement atteints. Il faut dire qu'une bonne partie de la production industrielle est maintenant enterrée et hors de portée. La production allemande augmente en fait pendant cette période. Le moral allemand tient et la propagande de Goebbels évidemment peut mobiliser l'opinion contre ces bombardements visant des populations civiles. La défense aérienne allemande est très bien organisée et les Allemands vont infliger de gros dégâts aux forces attaquantes. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'autre sens avec la bataille aérienne d'Angleterre en 1940. Alors il y a l'arrivée des Américains. La 8e Air Force s'installe dans l'est de l'Angleterre dès l'été 1942. Le général Arnold, qui la commande, dispose de moyens considérables. L'US Air Force, qui disposait de 3 groupes de bombardiers stratégiques B-17 ou B-24, à cette date, en 1942, on aura 104 en décembre 1943. Des pertes toutefois, quand même, des pertes importantes, jusqu'à 20 à 30% des assaillants, des échecs, par exemple le raid contre le site pétrolier roumain de Ploiești, lancé à partir de la Libye, et qui n'atteint pas ses objectifs de destruction, mais tout ce que la Luftwaffe est obligée de consommer pour lutter contre l'assaut aérien allié, évidemment, elle ne peut pas l'engager sur d'autres fronts où ce serait bien nécessaire, comme le front de l'Est par exemple, ou en Méditerranée. Les moyens alliés sont évidemment considérables et ne font que se développer. L'US Air Force, la 8e Air Force, dispose de 800 appareils à l'été 43, elle en aura 3800 à la fin de 1944, sans obtenir pour autant des résultats décisifs, puisque la production allemande double pendant la même période. Alors, pendant le second semestre 44, les pertes des Alliés sont tout à fait importantes. 1562 B-17 et B-24 abattus par la défense aérienne allemande.
Toutefois, les bombardements massifs sont quand même une réalité. 900 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne en 1944, alors qu'il y en avait eu 500 000 entre 1940 et 1943. Début 1945, Berlin, Magdebourg sont très durement touchés. Et puis, il y a surtout cet épisode emblématique de Dresde, la Florence de l'Elbe, ville-musée, ville d'art, où il n'y avait aucun objectif militaire, ville-hôpital de ce fait pendant la guerre, et qui va subir le 14 février 1945 les bombardements de 2 vagues d'avions anglais et d'une vague d'avions américains. 3000 tonnes de bombes explosives et incendiaires sont lancées sur la ville, transformées en un brasier général, avec au bout un bilan de 135 000 morts. C'est le chiffre qu'avait auquel était parvenu David Irving dans son livre de référence sur le bombardement de Dresde. Alors ensuite, on a eu tendance à minorer ce chiffre à 40 000 morts, même à 25 000 morts. Alors Goebbels, lui, pour la propagande allemande, parlait de 300 000 morts, ce qui était manifestement exagéré. C'est sans doute le chiffre d'Irving qui reste le plus près de la réalité, car il faut tenir compte du poids des réfugiés, très nombreux dans la ville, qui fuyaient l'avance soviétique à l'Est. Il faut tenir compte aussi du fait qu'il s'agissait d'une ville-hôpital. C'est donc sans doute le chiffre d'Irving qui est le plus près de la réalité. Alors, les Américains et les Anglais vont quand même payer cher cette offensive contre l'Allemagne, puisqu'ils perdront 60 000 hommes dans cette offensive aérienne qui n'a pas entamé sérieusement la capacité de résistance de l'Allemagne. Simplement, elle a empêché l'engagement de nouveaux appareils, les fameux Messerschmitt 262 ou d'autres, Henkel ou Arado, mais il a fallu que les Alliés gagnent la guerre au sol, combattent au sol, pour réussir à l'emporter. La force aérienne a été une condition nécessaire de la victoire, mais pas une condition suffisante. Quelques mots concernant ces bombardements stratégiques dans l'espace pacifique, où là on va engager des B-29 qui ont un rayon d'action double du B-24. On va ainsi pouvoir embarquer des tonnages de bombes 2 fois supérieurs à 600 km/h en haute atmosphère, et à partir des archipels qui ont été durement conquis par les Américains dans le Pacifique, notamment les archipels des Mariannes. Là, les généraux Arnold et Curtis LeMay envisagent d'écraser complètement le Japon, qui va être régulièrement bombardé à partir des Mariannes. Les 9-10 mars 1945, 300 superforteresses vont larguer 1600 tonnes de bombes incendiaires sur Tokyo, en faisant ainsi près de 200 000 victimes. Nagoya, Kobe, Osaka vont subir le même sort, mais c'est insuffisant pour assurer la victoire. Les Américains, qui ont eu beaucoup de mal pour conquérir Okinawa, apparemment ne pourront pas faire l'économie d'un débarquement, avec toutes les pertes que cela peut signifier. Et c'est dans ce contexte que finalement Harry Truman va décider de recourir à l'arme nucléaire dont on a fait l'expérience à l'été 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, et nous aurons ainsi au début du mois d'août 1945 les 2 bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. On entre alors encore dans une nouvelle phase de l'histoire de la guerre. Je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, Georges Clément, qui est déjà venu à plusieurs reprises à nos émissions, qui est un spécialiste de la guerre d'Algérie notamment, mais qui s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'il est l'un des animateurs, je crois, du comité Trump en France. Il a donc suivi de près le parcours de l'actuel occupant de la Maison-Blanche. Nous sommes
en année électorale, puisqu'en mois de novembre prochain, sonnera l'heure du bilan, et notamment le résultat électoral, évidemment, sera très attendu, puisque l'élection de Donald Trump a été très contestée, puisque dans une très large majorité, notre système médiatique lui marque une hostilité solide et continue. Donc il m'a paru utile de revenir sur ce qu'était le personnage, ses origines, comment il est entré en politique, comment peut-on expliquer son succès apparemment inattendu par beaucoup en 2016, et puis également quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui en cette année électorale pour novembre 2020. Alors, Georges Clément, Donald Trump, il y a quelques années, évidemment, c'était pas une figure marquante de la scène politique américaine. Il surgit dans la course à l'investiture républicaine en 2016, et il va l'emporter. Alors, qui est-il et d'où vient-il ? Bien. Alors, pour nous, c'était un nouveau venu en politique. Mais en réalité, Donald Trump était une grande vedette de la télévision aux États-Unis depuis des années, depuis très longtemps, une dizaine, une quinzaine d'années. Il était producteur d'un certain nombre de grandes émissions de distraction, certes, comme des concours de Miss, des téléréalités, etc., diverses et variées. Alors, je ne vous ferai pas le détail. Bon. Il était donc très connu. Et je pense que ça n'a pas été perçu en France, en Europe, pas du tout, et aux États-Unis même, en tout cas par l'establishment, ça n'a pas été perçu. Alors ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est un homme d'entreprise. Et de grande entreprise, ça veut dire que c'est pas une PME. L'organisation Trump, comme on l'appelle, qui est passée par diverses phases pendant une trentaine d'années quand même, parce que Trump est quand même dans les affaires, comme on dit, depuis les années 74, 70. Donc ce n'est pas un nouveau venu du tout dans le domaine économique, domaine immobilier, domaine hôtelier, domaine des golfs, qui est aussi hôtelier bien sûr, mais pas seulement. Et probablement d'autres investissements moins importants et moins connus dont je n'ai pas le détail non plus. Mais c'est un homme d'entreprise depuis au moins 30 ou 40 ans. Et donc, et dernière chose, comme c'est un homme de télévision, c'est un homme de communication. Et en plus, c'est un homme lucide. Je prends un exemple et surtout, on a dû prendre certaines de ses comportements ou de ses initiatives comme un trait de son caractère, alors que c'était une action de marketing. Je prends un exemple. Il avait construit, bâti et lancé un casino assez caricatural qui s'appelait le Taj Mahal à Atlantic City, me semble-t-il. Mais là, je dis peut-être une bêtise, parce que c'est de mémoire. Et que était rutilant comme à Las Vegas, enfin bon. Et il a défendu cette idée, elle a marché un certain temps, il l'a revendue maintenant depuis longtemps. Et tout le monde a dit, c'est un clown. Mais on a les interviews de Trump sur cette affaire-là, des années, de ces années-là, pas des interviews rétrospectives, où il explique, mais non, là je fais ça pour une certaine clientèle, mais si vous voulez voir mon goût, venez alors à tel endroit, la Trump Tower, qui existait déjà, ou ailleurs, et c'est pas la même chose. Donc, c'est un homme qui a toujours été lucide, il a fait ce qu'il fallait commercialement dans le domaine où il se lançait pour plaire à ceux qui devaient être ses clients, mais ça n'était pas du tout un investissement de sa propre psychologie. Oui, mais c'est comme ça que ça a été pris. Bien. Donc, Trump est un homme qui a eu une carrière longue avant de se décider. Que s'est-il passé? Il a expliqué à plusieurs reprises. Nous avons une interview des années 93, donc bien avant qu'il se lance dans la politique, dans une émission très importante qui s'appelait Oprah, enfin qui est
une animatrice qui s'appelle Oprah Winter, je crois. Enfin, oui, bref. Et dans laquelle, cette interview, on lui parle, il critique un certain nombre de choses, enfin de la politique de l'époque. Hein. Donc c'était Clinton, hein, je rappelle ces années-là. Et on lui pose la question de savoir pourquoi lui ne s'y intéresse pas, et il dit non, je le ferai que quand vraiment les choses, si je le faisais, c'est que les choses iraient ou seraient arrivées à un point de catastrophe pour lesquels il faudrait s'investir pour sauver l'ensemble des choses, y compris mes affaires. Donc, il a toujours un œil sur la politique, mais de l'extérieur. Et en plus, il les a bien connus, tous, républicains comme démocrates, puisqu'il était leur donateur. Et il donnait aux deux. Il donnait aux deux. Et oui, mais comme tout chef d'entreprise lucide, veut dire, ils font pas ça parce qu'ils ont une conviction. Ils font ça parce qu'ils mettent plusieurs œufs dans le même panier. Voilà, il faut acheter la bienveillance. Ils ont trop besoin de la bienveillance des gouvernements fédéraux, comme dans l'ensemble du monde, d'ailleurs occidental, c'est devenu la règle. Donc, Trump était un homme qui regardait la politique parce que c'était nécessaire pour son travail. Il ne faut pas oublier que dans l'immobilier ou il faut des droits de construire. Bon, bref, on est dans les mains des politiciens qui s'enrichissent comme ça. Bien. Donc il a toujours été lucide sur les politiciens. Mais il savait bien, et il l'a donc déjà dit dans les années 90, on a eu un autre interview très parlant qui était lui paru dans Playboy, et c'est très ancien tout ça dont je parle, et qui était sidérant de questions existentielles qui posaient. Enfin, c'est un homme beaucoup plus profond que les imbéciles. Il suffit de regarder son histoire. Et son histoire avant qu'il entre en politique, puisque là, c'est la sincérité. Je veux dire, à la limite, il s'en moquait. Il n'avait pas l'intention de s'y présenter. Où il y a eu un indice, c'est à la crise enfin pas économique, la crise financière 2008. La crise de 2008, il a envoyé sa fille sur les plateaux de télévision spécialisés, CNBC pour parler simple, c'est-à-dire spécialisés dans la bourse et dans les problèmes financiers. Sa fille Ivanka, bien sûr, hein, qui est maintenant connue, qui d'ailleurs m'avait sidéré à l'époque. Elle, je parle d'elle et pas de son père, pour son talent, son anglais de très bon niveau, parce que quand on écoute les Américains, il faut des fois s'accrocher, même si on lit bien l'anglais, et c'est mon cas, et sa pertinence, puisqu'elle était porte-parole de l'organisation Trump sur le plan économique. Elle disait des choses qui, en tout cas, qui eux les intéressaient et qui permettaient de prévoir que rien ne serait réglé dans la manière dont le problème avait été pris. Ce qui est vrai, puisque nous savons maintenant que les banques centrales, enfin on le sait depuis longtemps, il faut le dire, les banques centrales n'ont rien réglé puisqu'elles ont multiplié les dettes, la crise étant une crise de la dette à l'origine, elles ont multiplié les dettes par 5 ou 6, elles ont ce qu'on appelle leur bilan ou leur balance sheet, c'est qui est le même mot, au passif, qui a atteint des sommets. Donc, c'était évident pour eux sur les plateaux de 2008-2009 pour les professionnels qu'ils étaient. Et donc, à ce moment-là, la politique est devenue un problème pour eux en tant qu'entreprise, en tant qu'ensemble d'entreprises. Et puis il y a eu l'expérience Obama. Bon. C'est en réaction contre l'expérience Obama que Trump décide de s'engager directement en politique. Oui, c'est la destruction de la classe moyenne, bien entamée. Hein. Nous avons des chiffres sur ce qu'elle représentait, plus de 60% à l'époque, avant que tout ça soit entamé. Et alors, quels sont les éléments dans la politique d'Obama qui expliquent justement cet affaiblissement de la classe moyenne ? D'abord, comme tout socialiste, il faut parler quand même clairement. Premier, qui chez lui est doublé d'un règlement de compte racial, ce qui complique les choses. Eh bien, c'est d'abord les réglementations.
Oui. L'ensemble des réglementations de l'État, ou des États, État fédéral plus État, alors en Californie par exemple, on est dans la totale, dans l'État de New York aussi d'ailleurs, qui empêche pratiquement toute initiative privée, surtout au niveau des PME. Parce que c'est là que ces réglementations entrent le plus en jeu. Les grandes entreprises peuvent produire à l'étranger où il n'y a pas de réglementation et vendre. Puis deuxièmement, la désindustrialisation. Et puis troisièmement, donc, conséquence, la perte de pouvoir d'achat et de capacité économique de la classe moyenne, qui est quand même représentait plus de 60% de l'économie américaine. Bien. Donc, c'est cette situation-là rendait le peuple américain. Là, on rentre dans un des problèmes qui sont débattus sans fin, y compris chez nous d'ailleurs, qui est le peuple américain, mais qui, on va répondre clairement, la classe moyenne, c'est la classe blanche, c'est elle qui travaille, c'est ce qu'on appelle la workforce, c'est-à-dire la force de travail, et c'est elle qui était en déshérence. Surtout dans ces zones industrielles comme la Pennsylvanie, comme des tas d'autres États de ce type, où on fermait la réglementation idéologique, écologique, parce que ce paramètre sous Obama a pris son envol. On a fermé les mines de charbon, on ne voulait plus actif. Bref. Toute la vieille Amérique industrielle était empêchée de travailler, interdite de travail, sous ce prétexte de cette idéologie mortifère écologique qui est sur nous depuis maintenant longtemps, mais qui s'est accélérée depuis les années 2005. 2005, c'est la conférence de Copenhague qui a raté son coup, mais qui a commencé les fameuses COP, enfin les fameuses réunions ou grands-messes écologiques pour sauver la planète. Mais enfin, malgré l'échec de 2005, de Copenhague, on sait où on en est, ça continue. La conséquence pour les États-Unis, c'était l'interdiction pratiquement de la production du charbon, des combustibles fossiles, comme on les appelle, la mise en marge de l'énergie nucléaire, etc. Et ça avait des conséquences de faire dépendre la politique étrangère américaine de l'étranger, puisque la seule énergie qui restait valide était le pétrole, et le pétrole était utilisé à partir des importations, puisqu'on refusait, pour des raisons stratégiques, d'utiliser le pétrole américain, qui est quand même important. Donc, cet ensemble de choses lui paraissait à lui totalement fou. Nous sommes riches en énergie, nous avons des entreprises qui ont des idées, et on les empêche de travailler, et on ne se sert pas de notre énergie pour produire et même exporter cette énergie. Donc là, je reste sur le terrain économique, si vous voulez. Donc, sa politique était simple, et d'ailleurs, celle-là, il l'a mise en pratique, parce que c'était la seule qui pouvait, par les directive orders, aller de l'avant sans l'avis du Congrès. Et c'est pour ça que le premier travail qu'il a fait, c'est la levée de toutes les réglementations anciennes d'Obama, mais il y en a eu des centaines. J'ai plus le chiffre en tête, mais à un moment donné, il était à 300 ou 400. Enfin, et ça continue probablement, qui ont permis de nouveau un certain nombre. Il faut savoir que cette politique hygiéniste, je vais le dire, hygiéniste et écologique, allait jusqu'à interdire la vente de lait brut, enfin de lait cru, comme on dirait en Europe, par les fermiers. On a eu des descentes d'unités militarisées, des agences écologiques fédérales qui ont vidé des citernes de lait, ils les ont répandues sur le sol. Enfin, des choses qui sont sacrilèges aux yeux de ceux qui produisent. Bien sûr, et cette ambiance-là était catastrophique. Donc, sa première visée a été celle-là. Parce que là, il avait la possibilité d'agir. Alors, ça a eu des résultats considérables.
considérable. Les États-Unis sont redevenus, mais enfin ils le sont réellement, la première puissance de producteurs, le premier producteur énergétique du monde. Donc, sa dépendance même par rapport à l'Arabie Saoudite et au Moyen-Orient bien sûr, est pratiquement nulle. Ce qui laisse plus à l'aise, sauf les néoconservateurs. Mais là, on rentre dans un autre débat en politique étrangère, parce que le problème de la politique étrangère est plus compliqué du fait... Alors oui, ça serait intéressant d'ailleurs que vous nous mettiez bien en lumière la distinction entre ce que peut représenter ou ce que veut Trump et puis ce que voulaient les néoconservateurs qui ont entraîné l'Amérique dans l'affaire d'Irak en 2003. Oui, l'affaire d'Irak, bien sûr, oui. Et qui continue. Si vous voulez, alors les néoconservateurs d'ailleurs, c'est un néologisme qui prête à confusion. Sont conservateurs dans la mesure où ils ne sont pas socialisants et ils ne veulent pas voir une dérive vers le socialisme. De ce point de vue-là, c'est pas faux, mais ils sont universalistes. Oui. J'ai eu des débats, des débats par écrit, avec certains d'entre eux, Morawiecki par exemple, avec lequel j'ai eu des contacts, comme il avait certaines positions qui me faisaient penser à une tendance souverainiste, j'avais eu à lui écrire à ce propos pour la France. Enfin, ça c'est très ancien. Oui, c'est très ancien, parce qu'il est mort en plus, le pauvre, il y a très longtemps. Il m'avait répondu très nettement que c'est pas du tout, le souverainisme n'est pas du tout son... Or, ça, Trump, c'est le cœur de bataille. Ça, c'est le deuxième cœur de bataille. Le premier, c'est les États-Unis et les Américains doivent travailler, produire au maximum et ne pas être ennuyés par l'État fédéral, s'entend. Le deuxième corps de bataille, c'est America First. L'Amérique n'a aucun ordre à recevoir du monde. Alors, il faut savoir quand même qu'on le sent bien, l'ONU, il aimerait bien s'en retirer. Bon. Alors, il ne peut pas, parce que là, on rentre dans la politique. Ce serait perdre aussi un moyen d'action pour les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Mais il s'est retiré de l'UNESCO, de la Commission des droits de l'homme, de la COP21 et de toutes les agences écologiques soutenues par là. Il n'a pas signé le pacte de Marrakech. Donc, partout où il n'était pas au cœur du cœur, c'est-à-dire l'ONU elle-même, l'Assemblée Générale, si on veut, parce que là, c'est un tremblement de terre. Et le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité. Mais on sait bien qu'il le veut, ça a été dit. Mais il n'a pas la force politique autour pour ça, pour l'instant. De la même manière que l'OTAN lui pose problème. Et il l'a dit depuis toujours. D'où l'accusation de traître, de pro-russe et de marionnettes de Poutine. Non mais, ce sont des faits. Donc souvent, les gens ne comprennent pas, il ne peut pas, il ne fait pas... Attendez, d'abord il a un congrès, je pense qu'on s'en est rendu compte là récemment. Et quand je dis un congrès, ce n'est pas seulement la Chambre des représentants, qui effectivement a une majorité démocrate, mais c'est même le Sénat. Il ne faut pas penser qu'au Sénat, il y a 53 sénateurs républicains, mais on est limite, il y en a 3 ou 4 qui sont... certains, comme pouvait l'être John McCain en son temps. John McCain, c'est Mitt Romney, c'est Collins, une des deux femmes, et Murkowski, l'autre femme, la sénatrice de l'Alaska, par exemple, mais il y en a 2 ou 3 autres encore. Donc, sur le terrain de la politique étrangère, c'est le Congrès en général, les deux, mais même le Sénat, sont un obstacle à sa politique étrangère. Et en particulier sur l'Iran. Alors, je pense que j'aurai à en reparler dans une autre arène ici, bientôt. Mais sur l'Iran, j'en reparlerai, mais il ne fait pas totalement... Il fait semblant de faire une politique, mais il ne fait pas les actes politiques qui devraient s'en suivre, c'est-à-dire attaquer l'Iran. Et il ne le fait pas
Et là, en ce moment, il a une attaque contre lui de Bolton. Bolton, qui était quelqu'un qu'il avait pris, qui était un néoconservateur. Oui, bien sûr, mais ça, on l'a toujours su. Et qu'il avait pris au Conseil national de sécurité, et qui, comme il l'a dit en plaisantant, tous les matins, je dois partir en guerre avec Bolton. Voilà. Bon. Et il s'en est débarrassé parce que c'est pas sa politique. Et Bolton l'attaque avec un livre qu'il n'a pas tout à fait le droit de sortir. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il vient de l'accrocher hier sur une télévision évidemment amie. Je ne sais plus si c'est CNN ou MSNBC. Enfin, ça n'a aucune importance pour nos spectateurs. Et Bolton est violent contre Trump parce que il n'a pas fait ce qu'il aurait voulu qu'il fasse. Bon, donc en politique étrangère, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça, c'est clair, net et précis. Il espère probablement, à la suite de toutes les démêlés qui ont eu lieu alors dans les 3 dernières années, et en particulier cette année, que les prochaines élections auront, pour lui bien sûr, permettront d'être réélu président, mais que surtout au Congrès et aux chambres des représentants, la majorité, qui est actuellement démocrate, pas très grosse, 30 voix, enfin 30 sièges. À la chambre des représentants. Oui. Mais c'est elle qui fait les lois, c'est elle qui lance les destitutions, c'est elle qui va... oui. Donc, que cette majorité changera. Et que, alors là, il aura plus les mains libres en matière de politique étrangère. Donc, c'est assez compliqué. Le même problème sur l'immigration. Parce que il faut savoir que la violence des démocrates actuels, donc qui sont quasiment devenus des socialistes au sens presque de l'Union soviétique, est telle que ils attaquent ou ils ont interdit dans certaines villes, je pense à Portland, ou Oakland, je confonds toujours, celle de l'Oregon, je crois que c'est Portland. C'est Portland, hein. Il y a 2 Portland, c'est parce qu'il y a le Maine aussi, et ça me trompe à chaque fois. Donc Portland, le maire de Portland a informé des immigrés clandestins de l'intervention de l'ICE, c'est-à-dire l'organisme fédéral qui s'occupe de l'immigration, les a informés des descentes prévues la nuit d'avant. Donc elle s'est mise en rébellion contre une agence fédérale. C'est allé très loin. Il y a eu des attaques des bureaux des agences fédérales en Californie cette fois-ci. Donc c'est une situation terrible de guerre civile. Il faut poser les mots. Dès lors qu'un État attaque des agences fédérales, il faut quand même donner un nom à la chose. C'est une rébellion, et une rébellion, quand elle est officielle, c'est une forme de guerre civile. Donc, le président, là-dessus, n'a pas de moyens sur les États. Il faut quand même savoir que les États américains sont beaucoup plus autonomes par rapport à la fédéralisme américain que l'est une nation européenne par rapport à l'Union européenne. Bon. Parce que ça encore, les Français ne le comprennent pas. Hein. Ils ont leur système pénal, ils ont leur garde nationale, ils ont leur système fiscal, enfin bref, ils ont des droits que n'a pas une nation européenne en Europe. Bon. Et donc, l'activité du président s'est cantonnée à fond dans tous les domaines où il n'avait pas besoin du Congrès, ce qui n'a pas empêché les réactions violentes et tout ça. Et pour le reste, il n'a pas obtenu de budget pour les infrastructures qu'il voulait remettre et développer bien sûr, mais surtout remettre en état. Il n'a pas obtenu bien sûr les budgets qu'il voulait pour le fameux mur sur le Mexique. D'où des critiques de sa base à un moment donné qui se sont calmées parce qu'ils ont vu avec la destitution, enfin ce qu'on appelle l'impeachment, qu'on joue avec le feu quand même. Hein. Et donc
tous ces chantiers-là, et il n'a pas obtenu en politique étrangère la possibilité de discuter avec la Russie. Alors il l'a fait de son propre chef à 2 ou 3 reprises, c'est allé jusqu'à des accusations de trahison, enfin il faut voir ce qu'on a pu lire dans la presse, et ça reste quelque chose qui n'a pas été réalisé. À mon sens, mais c'est mon avis, Poutine et lui se parlent et se connaissent. L'un fait pas trop de bêtises vis-à-vis de l'autre et vice-versa. Mais il ne faut pas qu'ils en fassent trop parce que ça risquerait d'être contre-productif de manière grave. Et ça aussi, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. La situation n'était pas simple. Voilà où on est actuellement. Mais on pourrait en dire beaucoup d'autres. Il nous reste peu de temps. Dans ce contexte général que vous venez d'évoquer, quel est votre pronostic pour les mois à venir et au final pour l'élection de novembre? Bon, si je m'appuie sur des réalités de sondage, de popularité, puisque c'est une chose dont on dispose. Bon, il semble avoir le vent en poupe, tout au moins. Je pense qu'il a les Américains qui considèrent que c'est un grand président. Et là, on pourrait parler aussi de l'aspect personnel, parce que supporter ce qu'il vient de supporter, avec presque de l'humour parfois et de la colère parfois, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. D'autre part, son taux d'approbation général, là, pas seulement est de l'ordre de 49 ou 50%, ce qui est énorme à cette période de la. Ce qui est pour lui encourageant pour la suite. Beaucoup. Mais quant au reste, pas de pronostic. Merci beaucoup, Georges Clément, pour ces éclairages concernant les États-Unis. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur le sujet au cours de cette année électorale. Merci. Merci à vous.